Alors après avoir vu ce premier exemple, donc avec le calcul du travail du poids qui est une force constante, et on voit qu'ici le résultat ne dépend que de la hauteur entre, enfin de la différence de hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée, donc ce qui est une caractéristique très importante pour le poids. On va maintenant donc s'intéresser à la définition générale du travail d'une force qui n'est pas constante. Et donc comme on l'a déjà fait plusieurs fois, on va évidemment découper le chemin, ici donc toujours d'un point de départ à un point d'arrivée. On va donc découper le chemin en petits bouts de chemin, de telle sorte que sur un tout petit bout de chemin, donc ici M, un petit bout de ce chemin donc, qui est noté DOM, et donc sur ce petit bout de chemin, on peut considérer que la force est constante. Ainsi, le travail sur ce petit bout de chemin va être un petit travail, donc ici delta W, le petit travail sur le petit bout de chemin DOM, ça va être égal par définition à la force scalaire, le déplacement, qui ici est donc un déplacement élémentaire. Donc ça on pourrait l'écrire également F scalaire dl, donc où dl est le déplacement élémentaire. Et donc si on s'intéresse au travail total d'un point D à un point A d'une force qui n'est pas constante, eh bien on peut dire que ça va être la somme de tous les travaux sur tous les petits bouts de chemin entre D et A. Et ici, vu que le chemin on l'a découpé de manière continue, eh bien la somme est une intégrale. Donc le travail d'un point D à un point A d'une force F, c'est la somme des petits travaux de cette force, c'est-à-dire la somme de D à A de F scalaire DOM. Alors prenons un premier exemple avec une force non constante, mais qui reste relativement simple. Donc c'est la force d'un ressort. Alors, donc prenons le cas habituel où un objet se déplace sur un plan horizontal. Hop. Donc ici, le point d'intérêt est le point d'accroche de l'objet, et donc cet objet est soumis à une force de rappel d'un ressort. Je vous rappelle qu'il y a un point qui est fondamental, c'est le point à vide du ressort, donc qu'on note M0, et qu'on peut prendre comme étant l'origine du repère pour simplifier les expressions, comme on a déjà fait depuis longtemps. Donc par exemple, on appelle l'axe X ici, donc X, ça va être ici cette distance algébrique là. Et donc la force du ressort, qui ici est vers la gauche, donc la force du ressort, c'est moins K fois OM à l'instant T moins OM0. Mais ici, vu qu'on a pris l'origine en M0, ce vecteur-là vaut 0. Et OM à l'instant T, eh bien, c'est uniquement XEX. Il n'y a rien selon Y, rien selon Z. Et donc, supposons que cet objet, on l'ait lâché à partir d'un point de départ D qui était ici. Et on appelle la position d'arrivée la position à vide, donc ce que j'appelais A. Donc on va calculer le travail de la force de rappel du ressort entre D et A. Donc petite remarque, ici on a bien fait un schéma à un instant quelconque pour être sûr de ne pas manquer quelque chose, de ne pas avoir quelque chose de trop particulier. Donc le travail, déjà on va exprimer le travail élémentaire sur un petit déplacement. Donc ici le petit déplacement DOM ainsi. Donc ici le petit déplacement, ça va être uniquement une petite variation de x. Donc le travail élémentaire c'est FR scalaire DOM. FR, donc on l'a écrit juste au-dessus, c'est moins KX EX. Et le petit déplacement du point M, ici c'est uniquement un DX EX. Et comme on l'a déjà remarqué, ici DX est négatif. Le signe moins, donc le fait que ça aille vers la gauche, il est contenu dans le fait que X diminue, donc DX est négatif. Donc on n'a pas besoin de rajouter un signe moins, en fait il ne faut surtout pas, sinon il y aurait deux signes moins et donc ça perdrait de son sens. Donc faisons le produit scalaire, EX ça fait 1, donc il reste moins KX dx. Et donc le travail total de D à A, de cette force de rappel, ça va être égal à l'intégrale de D à A des travaux élémentaires, c'est-à-dire l'intégrale de D à A de moins KX dx. Alors déjà on peut remarquer intuitivement que a priori la force de rappel
va avoir un travail qui va être positif, vu que la force est dans le même sens que le déplacement. Donc on sait que si on trouve un résultat négatif, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Alors vérifions-le avec le calcul. Donc je peux sortir moins k de l'intégrale. Il reste à faire la primitive de x, donc c'est x carré sur 2, pris entre xd et xa. Ici le point A il est en m0, donc x est égal à 0, et xd c'est ce qu'on a appelé petit d. Ce qui fait donc ici 0 carré moins d carré sur 2, et avec le signe moins ici ça devient un plus. Donc plus kd carré sur 2, on a bien quelque chose qui est positif, ce qui est donc cohérent. Donc voilà ici un exemple de calcul de travail d'une force qui n'est pas constante. Alors, on peut remarquer qu'on retrouve bien la formule du travail pour une force constante à partir du travail général. En effet, si Fc est une force constante, eh bien le travail de Fc d'un point D à un point A, ça va être égal à la somme de Fc scalaire DOM. Mais vu que Fc est constante, je peux la sortir de l'intégrale. Donc ça fait Fc scalaire la somme des DOM de D à A. Et la somme des petits déplacements, eh bien, c'est évidemment le déplacement total. Et donc c'est bien la formule qu'on avait du travail pour une force constante. Enfin, remarque un peu plus compliquée, c'est que ce travail, on est capable de le calculer lorsque on connaît la force pour chaque position du système. À ce moment-là, on peut faire cette intégration. Le problème qu'on peut avoir, c'est lorsque la force, on la connaît, mais que cette force, on ne la connaît qu'à chaque instant. Et du coup, on ne connaît pas la position à chaque instant. À ce moment-là, on ne peut pas exprimer cette intégrale. Donc typiquement, pour une force de frottement, par exemple une force de frottement fluide, donc avec un écoulement laminaire, la force de frottement c'est moins kV à chaque instant t, et du coup, quand on fait le travail, ça fait moins kV scalaire DOM. DOM, c'est VDT, puisque V c'est DOM sur DT, donc DOM c'est VDT. Du coup, on se retrouve avec la somme des moins kV carré à chaque instant t fois DT. Sauf que donc, pour réaliser cette intégrale, il faut d'abord connaître la vitesse à chaque instant t. Donc ça veut dire qu'avant de calculer le travail, eh bien, il faut avoir fait une analyse préalable. Et le seul théorème qui nous permet de trouver la vitesse à chaque instant, c'est le PFD, ou la loi de la quantité de mouvement. Alors ensuite, on peut définir une autre grandeur liée au travail, c'est la puissance. Alors ça peut être important parce que le travail, donc c'est une énergie, sauf que parfois, ce qui compte, c'est pas tant l'énergie dépensée pour faire tel déplacement, mais c'est l'énergie en fonction du temps, par rapport au temps. Donc à ce moment-là, on définit la puissance d'une force comme étant le travail élémentaire entre T et T plus dt divisé par dt. Donc autrement dit, entre deux forces qui exercent le même travail, eh bien, si une force le réalise pendant un temps qui est plus court, eh bien, la puissance sera plus grande. Donc la puissance en unité internationale, c'est le watt, mais parfois on peut utiliser d'autres unités. Alors prenons un exemple. On a une masse, m de 10 kg par exemple. Donc il y a évidemment le poids qui la tire vers le bas, mais on la soulève cette masse. Donc on applique une force qui est en norme évidemment plus grande que le poids pour qu'on puisse soulever cette masse. On suppose qu'en norme, cette force, c'est 110% du poids. Calculons donc la puissance si on soulève cette masse de 1 mètre en 1 seconde. Donc c'est assez rapide, une masse de 10 kg c'est assez lourd, et donc on lui fait faire 1 mètre en 1 seconde. Donc calculons déjà le travail. Donc le travail élémentaire, ici donc je vais prendre un axe Z vers le haut. Donc le travail élémentaire c'est égal à cette force scalaire DOM. Ici donc DOM c'est uniquement selon Z, et la force elle est aussi uniquement selon Z. Donc EZ scalaire EZ ça fait 1. Et donc le travail élémentaire c'est F scalaire dz. Ensuite on va supposer que sur les 1 mètre, on va donc admettre que la force est
relativement constante, pour avoir un ordre de grandeur de la puissance, pour avoir en fait la puissance moyenne. Donc à ce moment-là, on peut calculer le travail total du point de départ au point d'arrivée, donc le tout fait 1 mètre. Donc ça va être la somme de f scalaire dz, enfin f fois dz, pardon. Donc ça va être égal à f fois l'intégrale de dz entre d et a, c'est-à-dire ça va être égal à f fois za moins zd, donc qui vaut 1 mètre dans notre exemple. Donc ça c'est le travail, et du coup la puissance moyenne, ça va être égal au travail total sur le temps. Puisque ça c'est la puissance instantanée, mais la puissance moyenne ça va être le travail total sur le temps total, sur l'intervalle de temps total. Et donc ici ça va faire f sur delta t, puisque ça vaut 1, et delta t vaut 1 également, donc ça fait f. Et donc ici ça fait 110% de mg, donc en gros si la masse fait 10 kg, g on va dire que c'est 10, ça fait donc 110% de 100, c'est-à-dire ça fait 110 watts. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme, pourtant 10 kg, il faut les soulever pour faire 1 mètre en 1 seconde. Donc on voit que une lampe qui par exemple utilise 110 watts, eh bien comparée à une puissance musculaire, eh bien c'est une puissance qui est quand même assez importante. Donc on voit que grâce à l'électricité, on peut atteindre des puissances très importantes, puissances qu'on aurait du mal à atteindre avec uniquement de l'énergie musculaire. Voilà, donc maintenant on va donc démontrer le théorème de l'énergie cinétique qui est donc lié au travail des différentes forces. Alors on va aller relativement vite, c'est pas très compliqué. Donc ce qu'il faut avoir compris, c'est que le théorème de l'énergie cinétique n'est rien d'autre qu'un dérivé du PFD, donc c'est un théorème. Du coup on part du PFD, somme des forces appliquées au système est égale à la masse du système fois l'accélération du système, et donc on se dit que ce théorème va utiliser le travail des forces, donc on va faire apparaître le travail. Donc on va multiplier chaque terme par DOM. Donc ça fait somme des forces scalaire DOM est égal à M fois A fois DOM. Ensuite, ici je vais distribuer le scalaire DOM, c'est un produit comme un autre, donc ça fait somme des forces scalaire DOM. Et ici je vais transformer un petit peu, l'accélération c'est la dérivée temporelle de la vitesse, et DOM comme tout à l'heure c'est VDT. Les dt se simplifient. Et donc ici on se retrouve avec somme des travaux élémentaires de toutes les forces est égal à m fois la vitesse à l'instant t fois la variation de la vitesse à l'instant t. Alors ensuite il y a une petite astuce ici, c'est que la vitesse au carré à l'instant t, si je la dérive par rapport au temps, eh bien ça va faire 2 fois la vitesse fois la variation de la norme de la vitesse. Or, un vecteur au carré est égal à sa norme au carré, puisque un vecteur au carré c'est le vecteur scalaire lui-même, et donc ça fait bien sa norme au carré. Et donc j'ai également que la dérivée du vecteur vitesse au carré, c'est égal à 2 fois le vecteur vitesse fois la variation élémentaire du vecteur vitesse. Et donc, j'ai l'égalité entre vecteur vitesse scalaire dv et la norme de la vitesse fois la variation de la norme de la vitesse. Donc ça, je peux le remplacer par m fois v fois dv. Et donc ici, j'ai à gauche toujours la somme des travaux élémentaires. Ensuite, on va faire la somme sur toujours un point de départ et un point d'arrivée. Donc à gauche, la somme des travaux élémentaires, ça va donner la somme des travaux entiers de DAA, donc la somme pour toutes les forces. La somme de tous les travaux de toutes les forces. Et à droite, alors à nouveau, je vais utiliser le fait que, eh bien, V dV, c'est 1/2 de la dérivée de V carré. Je vais peut-être le réécrire. V dV, c'est 1/2 de la dérivée de V carré. Donc, quand je fais la somme... Alors, pardon, non mais j'ai fait une petite erreur. Alors ça, c'est les dérivées temporelles.
Du coup, si j'enlève les dt, donc je simplifie les dt de chaque côté, on a donc VdV qui est égal à 1 demi de la variation de V carré. Donc ça, c'est égal à m fois 1 demi de la variation élémentaire de V carré. Et donc quand je fais la somme de d à a de m fois 1 demi de la variation élémentaire de V carré, eh bien la somme des variations élémentaires de V carré, ça va donner la variation totale. Donc ça va donner 1 demi de m fois la variation totale de V carré entre d et a. Je fais rentrer le 1 demi de m à l'intérieur et je vais donc obtenir 1 demi, pardon, la variation entre le point D et le point A de 1 demi de m V carré. Et donc j'arrive à ce que vous saviez déjà, qui est que la somme des travaux des forces, donc on va poser que 1 demi de m v de t au carré, c'est par définition l'énergie cinétique à l'instant t. Et donc on arrive à la somme des travaux des forces du point de départ au point d'arrivée. C'est égal à la variation de l'énergie cinétique entre le point de départ et le point d'arrivée, donc qui est écrit en dessous. Donc voilà le théorème de l'énergie cinétique. Il dit donc que si la vitesse en norme varie, eh bien c'est parce qu'il y a un certain nombre de forces qui ont travaillé entre le point de départ et le point d'arrivée. Et donc plus précisément, c'est la variation de 1 demi de mv carré qu'on appelle l'énergie cinétique qui est égale à la somme des travaux des forces. Donc connaissant les forces, on peut connaître la vitesse en un point, ou par exemple s'il nous manque une force, connaissant les vitesses, on peut en déduire cette force.